Bonjour Madame la Présidente du cluster maritime français. Vous êtes en charge depuis le 1er janvier dernier. Et disons que ça n'est pas l'actualité qui manque, on va bien sûr en parler. Vous avez pendant 23 ans travaillé pour Naval Group avec des fonctions entre autres de directeur et de directrice du développement économique avec l'État et les régions. Vous avez beaucoup travaillé au partenariat, ce qui vous donne une connaissance particulière de cet univers de la relation entre, en l'occurrence une entreprise, mais aujourd'hui une association et les pouvoirs publics. Le cluster maritime est né il y a 18 ans, presque 20 ans, bientôt 20 ans. Rappelez-nous en quelques mots son objet. Merci. Alors effectivement, le cluster maritime français est né il y a presque 20 ans. À l'époque, donc Francis Vallat, président fondateur, avait eu l'idée de dire mais le monde du maritime, qui est très large, qui est très dimensionnant, est assez fracturé et il serait intéressant de créer un cluster, c'est-à-dire un regroupement de tous les acteurs qui soutiennent et qui développent l'économie maritime, que ça soit en mer ou à terre. Et c'est ce qu'il a fait. Et 20 ans après, nous sommes aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui que nous représentons à peu près 400 000 personnes en 2022. On représente 97 milliards de valeur de production sur une douzaine de filières. Et finalement, effectivement, on se rend compte aujourd'hui même, à l'aube évidemment de grosses questions qui sont posées sur la taxe au tonnage ou d'autres sujets, qu'il est très important de créer un groupe, un cluster pour être effectivement solidaire et reconnu de tous et porter le poids du maritime en France. Est-ce que ça veut dire que les associations patronales ne faisaient pas leur boulot? Le MEDEF regroupe des entreprises, beaucoup dans les secteurs. Il y a des organisations sectorielles à l'intérieur du MEDEF. Ils ne faisaient pas le boulot? On est effectivement très très fracturé. Donc à l'époque, en tout cas ce qui avait été imaginé, et c'est ce qui existe aujourd'hui, c'est que toutes les fédérations professionnelles liées au maritime et syndicales liées au maritime se sont clusterisées derrière cette initiative de Francis Vallat. Et c'est très important puisqu'en fait, elles sont toutes, et on va le voir durant ces 2 jours, elles sont toutes très importantes les unes pour les autres. Cette chaîne de valeur qui est le maritime, c'était très important aussi de la valoriser en tant que telle. On peut rappeler, et je pense que c'est très important qu'un cluster prenne la parole pour le dire, les échanges maritimes aujourd'hui, c'est 90%, donc c'est un chiffre très fort. La France... 90% des échanges mondiaux. Des échanges mondiaux. La France, aujourd'hui, importe et exporte environ 72%, donc par les voies du maritime. C'est énorme, c'est important, ça draine notre économie, je dirais, au quotidien. Nos vies personnelles passent à la fois par des vraquiers, par des porte-conteneurs, comme les vies de nos entreprises. Donc, le fait d'avoir effectivement un regroupement qui vient créer, fédérer, et aujourd'hui, avec mon arrivée, installer une feuille de route sur 20 ans, 30 ans, avec la même vitesse sur l'ensemble de ces 12 filières, me semble aujourd'hui très importante. On va parler de votre feuille de route, mais est-ce que, même si le mot n'a pas la même charge dans le monde anglo-saxon, est-ce que vous êtes un lobby, tout simplement? Nous défendons effectivement les intérêts de l'ensemble de nos adhérents, qui sont essentiellement les fédérations professionnelles et les grands groupes de cette économie maritime. Effectivement, ça nous permet, et on est au fil des 20 ans, les pouvoirs publics, qu'ils soient à Paris, en région ou à Bruxelles, nous attendent effectivement pour avoir une trajectoire, une Team France du maritime sur toutes ces questions-là. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, nous devons et nous portons tous les jours les grands sujets, qu'ils soient, je dirais, liés aux acquis sociaux, liés évidemment au développement de l'économie maritime, liés aussi aux transitions énergétiques, où tout ça demande beaucoup d'argent. Et notre cluster, finalement, va venir et vient compléter aussi une force que l'État met en place, mais qui n'est aujourd'hui pas suffisante pour tenir notre rang de compétitivité dans le monde. Nous sommes les 5e au monde, je le rappelle. Donc vous disiez feuille de route, oui, pour les 20-30 ans à venir, avez-vous dit. Donc vous voyez loin, bien au-delà des plans traditionnels, avec 12 grands domaines d'activité. On les déroule? On les déroule. Donc nos activités touchent la mer et la terre. Donc nous avons tout ce qui touche les ports de commerce et infrastructures portuaires, la construction navale, la flotte de commerce et militaire,
les énergies marines renouvelables, les pêches maritimes, aquaculture, le nautisme et la plaisance, les câbles sous-marins de communication, les granulats marins, les grands fonds. Et puis nous avons 2 grands sujets transverses à tout ça, qui sont la planification de l'espace maritime et la cybersécurité maritime. J'aurais pu préciser aussi dans mon propos liminaire que la France a la 2e surface maritime au monde. Donc nous avons je dirais, un levier énorme et un atout dans notre jeu concernant la diplomatie et la souveraineté mondiale. Et je veux rajouter aussi que le cluster maritime français coordonne, puisque nous sommes à Paris, et pour des questions de fuseau horaire, 7 clusters maritimes sur les territoires ultramarins. 7 clusters maritimes qui sont régionaux, locaux? Ils sont régionaux, donc on a les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guyane, Mayotte, la Réunion, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. On reprend un petit peu tous ces 12 grands domaines d'activité, les ports de commerce et infrastructures portuaires. La France n'a pas la réputation, même si ça change bien sûr, d'avoir les ports, alors ni les plus importants, nous ne sommes pas les premiers, ni même en Europe, ni les ports les plus compétitifs. Pourquoi ? Alors, la France est en train de se mettre en ordre de marche et je remercie nos syndicats portuaires parce que pour être compétitif, il faut avoir des infrastructures complètement compétitives au niveau de nos ports. Et donc aujourd'hui, quand vous avez un porte-conteneurs qui transporte 24 000 boîtes, ça fait 350 km de train de marchandises si on devait faire un petit parallèle, il faut des moyens de grutage, de levage, de manutention qui soient en capacité d'accueillir ces grands porte-containers entre autres. Donc la France, depuis quelques années, et sur les 10-20 années qui arrivent, est en train de muter pour effectivement prendre en compte... Il y avait du retard ? Il y avait du retard. Et tout ça, c'est une histoire d'argent d'ailleurs. Et l'argent, vous savez que c'est pas simple d'en trouver en France. Et de nouveau, on peut se dire qu'un cluster, je dirais, privé, entre autres, avec beaucoup d'agents privés, d'acteurs privés qui vient... attaquer, aider les transitions dont le pays a besoin, c'est aussi majeur. Et donc, pour avoir un bateau ou des bateaux qui sont en capacité de venir décarbonés avec des tailles plus ou moins importantes et dans un contexte, je dirais, climatique tel qu'on l'attend et tel qu'on le demande, eh bien, il y a des grands programmes, effectivement, qui sont financés, qui sont en recherche de financement, et les acteurs privés aident l'État aujourd'hui à cofinancer ces grands programmes. Quand on parle des ports, on pense souvent effectivement au problème d'infrastructure, vous l'avez évoqué. On pense souvent aussi en France au sujet social. Oui. Est-ce qu'il change ? Alors, je dirais que les ports, d'abord, et les personnels qui travaillent dans les ports sont extrêmement, je voudrais vraiment le dire en préambule, sont extrêmement solidaires. Je dirais, des bateaux français et de la flotte française. Oui, ils sont aussi solidaires entre eux, ce qui n'est pas toujours facile pour les armateurs. Absolument. Donc, ça c'est vraiment important parce que je voudrais en profiter pour faire une petite, peut-être un petit parallèle avec l'actualité du moment, mais si nous avons de moins en moins de bateaux sous immatriculation, évidemment, pavillon français, le trafic maritime repartira vers Rotterdam, vers Anvers, ou ne sera plus à Marseille, mais partira vers d'autres pays de la zone euro ou pas. Et donc... Pardon, parce que c'est important, parce qu'un armateur, selon que son pavillon est français ou ne l'est pas, privilégie un port français bien sûr. Aux autres. Alors, la flotte stratégique, je reviens un petit peu en avant, mais quand on est un bateau sous pavillon français, c'est la Team France en fait. Et qu'on soit dans le port ou qu'on soit sur le bateau ou qu'on soit propriétaire du bateau, on l'a vu d'ailleurs au moment du Covid, pendant les périodes difficiles, l'esprit français, l'esprit de souveraineté française, il est là.
il est fondamental, il est là, et tant mieux. Et c'est ce qui permet d'ailleurs, je le redis, d'avoir dans nos frigos, dans nos maisons ou dans nos entreprises, les produits dont on a besoin tous les jours. Et évidemment, si nous avons un bateau ou une flotte qui n'est plus française, d'abord ça va générer une perte d'emploi au niveau des ports, puisque le trafic peut repartir hors hexagone, hors France. Et puis de l'autre côté, ça génère un autre point quand même, ça peut générer des retards de livraison aussi. Donc la flotte française et le duo port et flotte est pour moi essentiel dans les questions de souveraineté. Depuis une vingtaine d'années, le régime fiscal de cette industrie, de ce service, est particulier avec la taxe au tonnage. Taxe au tonnage qui est aujourd'hui visée par au moins deux forces politiques, hein, le Rassemblement national, c'est certain, et l'ensemble du Front populaire qui a évoqué là aussi la possibilité donc d'annuler, de revenir sur cette niche fiscale très importante, puisqu'elle se chiffre en milliards d'euros, en fonction bien sûr des années et des résultats des entreprises. Édouard Louis Dreyfus, le président d'Armateurs de France, a tiré la sonnette d'alarme ce week-end en expliquant que ce serait prendre un risque important. Vous parliez de solidarité tout à l'heure, au moment où les comptes publics de la France sont en très mauvais état, au moment où on cherche les niches fiscales, est-ce qu'il ne serait pas de bonne aloi de comprendre que, peut-être pour une période provisoire, avoir quelques milliards d'euros de niches fiscales chaque année, ça n'est pas un peu hors du temps? Alors, je comprends évidemment la question, mais je pense qu'il, si vous me permettez, il manque une suite aussi à cette question. C'est-à-dire que, oui, effectivement, ces 2 dernières années, comme l'a très bien dit le président d'Armateurs de France, il y a eu des résultats importants sur le transport du maritime, et on sait pourquoi. C'était lié à la crise Covid et à la crise Ukraine, avec un appel finalement de nous, consommateurs et des entreprises, à se faire livrer plus rapidement un certain nombre de marchandises. Ça, c'est vrai. Moi, ce que je voudrais aussi rajouter aux propos et à la petite question, c'est finalement la taxe au tonnage. D'abord, je le redis parce que Édouard l'a redit ce week-end, la taxe au tonnage, c'est un système que l'armateur choisit au moment où il va faire une déclaration et sur 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il fait un pari sur les 10 ans de cette taxe qu'il va payer en fonction du tonnage qu'il va embarquer. Donc, il n'a aucune idée. Il a évidemment, comme toutes les entreprises, des projections de flux de trafic, mais oui. il fait quand même un pari sur 10 ans. Bon. Et au bout de 10 ans, effectivement, il peut revenir ou pas sur cette taxe. Ça, je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, l'État français demande aux entreprises françaises, et y compris du secteur maritime, et nous le faisons depuis des mois, de travailler sur la décarbonation du maritime. La décarbonation du maritime coûte énormément d'argent. L'argent aujourd'hui qui est utilisé pour préparer cette transition 2030-2050, elle est déjà aujourd'hui utilisée, et elle est utilisée grâce aux armateurs en complément des fonds publics d'État, mais qui sont malheureusement pas suffisants pour réaliser les objectifs de transition éco-énergétique sur les bateaux et sur les infrastructures de production d'énergie, notamment renouvelables. Tout à l'heure, Pascal en a un petit peu parlé, même si nous n'en parlerons pas durant ces 2 jours. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Et aujourd'hui, l'argent que les armateurs utilisent pour décarboner, s'ils ne l'ont pas aujourd'hui, s'ils ne l'ont plus demain, eh bien, qui paiera la décarbonation, notamment du transport maritime? Je comprends très bien votre argument, Nathalie Perrin, mais cet argument, tous les industriels de tous les secteurs peuvent l'utiliser. Dans l'automobile, la gigantesque mutation de l'univers de l'industrie automobile est payé par les profits éventuels des constructeurs automobiles, lesquels sont taxés, j'allais dire, sans régime exorbitant du droit commun. Si vous me permettez de compléter mon réponse, nous arrivons ensuite sur un vrai sujet international européen. Je le rappelle que
22 pays, et c'est ce qu'a encore expliqué Édouard ce week-end, et nous étions ensemble sur une tribune, 22 pays européens utilisent la taxe au tonnage. Au niveau hors Europe, c'est exactement la même chose sur les pays principaux donc en transport maritime. Ça veut dire que si on supprime cette taxe au tonnage vue de l'international et vue de l'Europe, nous retirons un effet de levier de compétitivité de la France sur le reste de l'Europe et du monde. Et je voudrais aussi rajouter que ça nous permet, cette taxe au tonnage, permet finalement de garantir dans la mesure du possible, puisqu'on parle de bateaux français, de prix arrivant à peu près, enfin du prix du transport maritime, même si ce prix, vous le savez très bien dans la salle, est complexe parce qu'il y a évidemment des incidences d'assurance et d'autres choses qui le composent. Mais je le redis, cette taxe au tonnage est un des éléments qui fixe la stabilité des prix des consommateurs. Il y a une tension en ce moment sur le transport maritime, en particulier à cause des événements de la mer Rouge. Est-ce que ça signifie que cette année 2024 sera, sans forcément être au même niveau extravagant par certains côtés de l'année qui avait suivi le Covid, est-ce que ça signifie que, du point de vue des résultats des armateurs, cette année sera exceptionnelle? Et si elle est exceptionnelle, est-ce que ça signifie que vos arguments vont être difficiles à soutenir? Elle n'est pas prévue d'être exceptionnelle en fait, cette année. On sait qu'en 2023, à la fin de l'année 2023, il y a eu beaucoup de tensions sur le transport maritime, effectivement liés... Les événements de la mer Rouge. Absolument, mer Rouge et puis Ukraine. Aujourd'hui, les indicateurs que l'on me donne, c'est effectivement une stabilisation, je dirais, du flux maritime. Et des prix. Et des prix. Au-dessus de la moyenne ou la moyenne normale? La moyenne normale, pour l'instant. La moyenne habituelle, oui. Vous allez vous battre? On va se battre. Moi, ce qui m'intéresse, et dans quelques heures, je reprendrai sûrement une communication vis-à-vis des médias et des grands publics. Et ce qui est important pour nous, communauté du maritime, c'est de se soutenir parce que derrière, nous avons, je dirais, une responsabilité vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos voisins sur la tenue de la compétitivité de la France et de la souveraineté française. Retirer la taxe au tonnage, c'est retirer un des leviers de la souveraineté française, évidemment au travers de ces pavillons, entre autres. Lorsque le Rassemblement national dit nous allons réduire la TVA sur tous les produits énergétiques et nous paierons ce manque à gagner dans les caisses de l'État par la taxe au tonnage, ça vous met pas mal à l'aise? En fait, je trouve qu'actuellement, on n'est pas dans une période, je dirais, aisée pour discuter avec toutes les parties prenantes. Donc, moi, je serai, en fonction des résultats, évidemment, vous doutez bien que je serai là pour vulgariser, expliquer, démontrer auprès de toutes les parties prenantes en quoi il est important de faire attention avant de toucher à toutes ces taxes. Vous n'avez pas encore vu ni le Rassemblement national ni le Front populaire? Non. D'accord. Dans les 12 domaines d'activité que vous avez énumérés tout à l'heure, beaucoup couvrent d'une manière ou d'une autre le sujet de la transformation énergétique et de la décarbonation. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des sommes en jeu et de l'ambition que vous représentez au travers du cluster maritime français, de cette ambition et cette exigence que nous avons pour la planète? Oui, alors, je l'ai tout à l'heure, en termes d'emploi, effectivement, et puis en termes de valeur ajoutée pour le pays, on a des prévisions qui sont effectivement une augmentation de plus 600 000 emplois directs dans la filière, dans la totalité des filières dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, des nouveaux secteurs qui vont arriver aussi, que ça soit, vous avez parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle ou augmentée, voire de découvertes autour de la santé dans les grands fonds, mais bien d'autres sujets autour, notamment des parcs éoliens et de la sécurité et de la sûreté, notamment en mer. Ça va représenter donc une augmentation de 50 milliards d'euros de valeur de production, parce qu'on va tomber environ à 150 milliards donc d'ici 2030. Et derrière ça, je voudrais le redire, il y a quand même 1000 métiers
Donc c'est énorme pour des gens qui sont en mer ou à terre. Et donc, permettez-moi d'en profiter pour vous dire que notamment vos professions, je les porte aussi dans mes préoccupations, notamment dans la recherche des jeunes et des moins jeunes pour rejoindre vos rangs. Vous faites partie de cette économie qui est très importante, évidemment. Et aujourd'hui, moi, depuis mon arrivée, pour changer un peu de propos, je souhaite que les jeunes et les moins jeunes, mais surtout les jeunes dès la 6e, puissent prendre conscience du poids de l'activité maritime, comme je l'ai signalé tout à l'heure, de son impact finalement dans la vie quotidienne, de ses choix en tant qu'électeur ensuite d'ailleurs, mais entre-temps de sa formation, de ses formations au plus tôt, Parcoursup et après, pour effectivement venir consolider notre compétitivité internationale. On a dans les domaines que vous avez cités, je voulais quand même rappeler aussi que les câbles sous-marins, qui est une activité très particulière en France. On est assez souverain et on fait partie des 2 ou 3 leaders mondiaux aussi. Entre autres avec Louis Dreyfus Armateur. Absolument, et puis Orange Marine. Eh bien, je le rappellerai, ce sont des enjeux qui sont colossaux aussi pour la souveraineté mondiale et entre autres française, puisque vous l'avez rappelé, nous avons des acteurs importants. 98% des communications téléphoniques, des connexions Internet aujourd'hui passent par les câbles sous-marins. Donc la France, au travers de sa surface maritime, au travers de ses champions. On a 57 armateurs, dont un qui fait partie des 4 mondiaux, et on peut le saluer parce que c'est pas tous les jours quand même. Au travers effectivement des industriels ou des poseurs de câbles dont on vient de parler, nous avons des sacrés leviers et je veux que ça soit connu et su, notamment de la force publique et surtout politique et l'ensemble des partis politiques pour prendre les meilleures décisions dans les prochaines semaines. On parle sécurité ? On parle sécurité. Sécurité des navires et également cybersécurité. L'amiral Vaujour, dont on publie une interview ce matin dans l'Opinion, rappelle que 26 navires ont été perdus en 2023. C'était 41 en 2022. On pourrait penser que la sécurité s'améliore, avec une forte augmentation des vols, à la fois des vols sur les navires et des vols à terre. Comment est-ce que vous mobilisez la profession et les pouvoirs publics, puisque les pouvoirs publics jouent beaucoup dans cette affaire de sécurité ? Alors, tout d'abord, on parlait tout à l'heure de la naissance du cluster. La Marine nationale, il y a 20 ans, a dit « Moi, je veux en faire partie parce que c'est très important cet esprit de gens de mer et de solidarité. » Donc, je suis évidemment assez préoccupée de la situation, je dirais, de la sécurité de nos porte-conteneurs. Et merci à la Marine nationale, merci de faire peut-être son job, mais merci, parce que, vous l'avez dit, nombre de bateaux sont ennuyés, arrêtés, et c'est vrai que un pilote et son équipage est là pour faire le job et pas là pour vivre des moments insupportables tels qu'on l'a tous lu et vu. Donc aujourd'hui, le cluster maritime français, dans ses groupes de travail, puisque le cluster, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, est un lobbyiste, certes, mais c'est surtout, pour faire du lobbying, encore faut-il savoir de quoi veut-on parler. Et nous avons des groupes de travail, des groupes de réflexion, avec toutes les parties prenantes, évidemment, et une partie de nos adhérents. Et la question de la sécurité est au cœur aussi de mes préoccupations. Il va falloir effectivement peut-être aider, je le dis là ce matin, la Marine nationale d'une autre manière, et là comment ? Pour le coup, entre le public et le privé, réfléchir à comment on peut aider la Marine nationale à, je dirais, à avoir des nouveaux moyens pour pouvoir agir et interagir. Vous avez quelque chose en tête ? On pourrait imaginer, là de toute façon, on est toujours sur la solidarité publique-privée. L'État ne pourra pas tout faire, ça on le sait. Il faut peut-être que les entreprises privées réfléchissent à... Elle s'équipe de moyens de protection ? À proposer ou à financer peut-être plus facilement des moyens de sécurité et de surveillance pour la Marine nationale, par exemple. On parle des navires en mer ou vous parlez de... Non, on peut parler, je dirais, de moyens de communication, on peut parler peut-être de drones, enfin les drones dont on parle beaucoup. Quand
quand ils attaquent, oui. Absolument, ça peut être des drones de surveillance, ça peut être toute une série d'équipements qui pourraient rendre la Marine nationale peut-être pas plus efficiente parce qu'elle l'est, mais en tout cas moins avec une batterie, voilà, avec une batterie de produits beaucoup plus large que ce qu'elle a aujourd'hui. C'est difficile de dire il va falloir que je dépense un missile contre un drone qui coûte quoi, 200 €, 300 €, allez, 1000 €. Le rapport de force n'est pas le même, là, pour le coup. Donc, j'en discute assez régulièrement avec quelques collègues et quelques personnes donc, autour du cluster. Et je me dis qu'à un moment donné, je ne sais pas comment, parce que ça se traite évidemment dans d'autres sphères, mais la solidarité privée-publique, et je dis bien privée-publique, elle doit avoir lieu aussi sur ce sujet-là. Et quand je dis aussi, c'est parce que la taxe au tonnage, pour moi, c'est une forme de solidarité. Cybersécurité. Oui, alors la cybersécurité, on en parle, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez sur d'autres sujets que la menace. Elle existe, cette menace, vous la mesurez? Oui, alors... On vous rapporte des faits? Elle existe et je pense qu'au quotidien, on pourrait aussi voir d'abord les travaux notamment d'un cluster qui s'appelle le cluster cyber-maritime, défense cyber-maritime. Mais c'est, oui, attaquer un bateau, comme on vient de se le dire, physiquement ou pas. Mais il peut y avoir aussi, et on a aussi souvent dans le maritime, de la e-réputation. C'est aussi facile de dire je lance une attaque cyber sur un bateau de croisière, par exemple. Et alors, pourquoi faire? Je vais couper la clim, par exemple. Voilà, je coupe la clim et l'impact sur la marque, il est colossal. Donc, avec l'ensemble des armateurs, ça, c'est pareil. Je voudrais dire que les sujets cybersécurité maritime, sécurité, décarbonation, emploi, compétences et formation, entre autres, ces sujets font partie de groupes de travail. Et quand on dit groupe de travail, c'est un mode projet, vous l'avez très bien dit, qu'est-ce qu'on veut faire, dans quelle direction on va dans 30 ans, dans quel projet on va s'installer dans 10 ans, dans quel sujet on va financer, quels sont les sujets qu'on va cofinancer avec l'État dans les 3 à 4 ans. Et ça touche évidemment les questions cyber comme le reste. Parmi vos domaines, il y a la pêche, l'aquaculture. C'est un sujet qui est très largement, comment dire, préempté par Bruxelles et qui d'ailleurs provoque beaucoup de discussions et même de colère ici en France dans la communauté, dans le métier de la pêche. Comment est-ce que vous pouvez, vous, intervenir pour apaiser et rendre fructueux les rapports entre Paris et Bruxelles et attractifs ces métiers de la pêche et de l'aquaculture? Alors merci de parler tout d'abord de la pêche parce qu'on parlait tout à l'heure décarbonation des bateaux, on parlait des armateurs et en fait je pense que nos pêcheurs ont un besoin aujourd'hui de renouveler la totalité de leur flotte pour être, je dirais... La totalité de leur flotte de pêche pour d'ici 2030-35 pour répondre aux obligations de décarbonation du maritime. Donc là de nouveau, les points précédents dont j'ai parlé, il y a cette solidarité qui rentre en jeu avec l'ensemble des acteurs pour arriver à un moment donné à obtenir cet objectif-là. Si vous me parlez de Bruxelles, moi je suis arrivée au 1er janvier. Je suis quand même un peu étonnée, je l'avoue, la France a la deuxième surface maritime au monde. On la porte naturellement à Bruxelles, au moins, si on ne compte pas les frontières littorales, enfin en tout cas la partie littorale, pardon, de l'Italie, de l'Espagne et d'autres pays. Et pourtant, moi je trouve qu'on n'a pas de politique maritime, je dirais, de qualité face aux autres territoires sur cette planète. Donc je crois qu'il va être important d'ici l'année prochaine de commencer à installer une équipe Team Europe. Pour avoir quoi, une diplomatie Oui, une diplomatie, et puis on a parfois quelques incohérences entre les textes qui sont à Bruxelles et ceux qui arrivent en France, que ça soit sur la pêche ou pas, hein, je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais c'est un sujet gouvernemental, ça veut dire que le ministre de la Mer... Non, je pense que c'est à nous aussi. On ne peut pas toujours attendre des politiques. Il faut... À Bruxelles, il y a un sujet politique tout de même. Oui. Les lobbies sont importants, pardon, mais il y a un sujet de présence et de défense des intérêts de tel ou tel pays. Oui, mais je crois que c'est mal fait.
je crois que c'est à nous d'abord, la communauté sûrement des clusters maritimes, d'installer une feuille de route qui permettra ensuite, évidemment, de négocier, de mieux négocier avec Bruxelles. Le nautisme est un sujet important, évidemment. Je pense que beaucoup de gens ici pratiquent cette activité, ce loisir. Comment dire, on n'a pas l'impression que le nautisme a bonne presse. Pourquoi ? Alors le nautisme, en fait, a très bonne presse vis-à-vis du grand public, vous l'avez dit, on est tous, enfin, d'ailleurs notre première... Les gens aiment le nautisme, mais on n'a pas l'impression que ce soit forcément partagé. Il y a, sur le plan de la protection des plages, des lieux de débarquement, des choses comme ça, il y a quand même beaucoup de restrictions et davantage tous les ans. Alors, on a deux choses, les plages, pas complètement les ports de plaisance, mais vous l'avez dit, les Français connaissent les ports, d'ailleurs souvent, et on me le rappelle à chaque fois que j'échange avec eux, en général, un Français sur deux vient dans un port de plaisance pour voir les bateaux, sans forcément partir avec, parce qu'il aime effectivement cette ambiance-là. Ce qu'on a décidé, nous, avec l'État et avec la DG AMPA, donc la direction générale de la pêche et de l'aquaculture en France, c'est-à-dire les services du ministre, c'est d'installer, et le secrétaire général à la mer d'ailleurs, nous avons décidé, au travers d'un comité, peu importe son nom, que le nautisme et la plaisance est une feuille de route R&D, une feuille de route de développement à la hauteur de ces enjeux. Donc on a démarré les groupes de travail en tout début d'année. Je pense que si je me souviens bien, et pardonnez-moi si je me trompe, mais avant la fin de l'année, la feuille de route sera signée et co-signée par le cluster maritime français et les parties prenantes associées. Donc à partir de ce moment-là, on pourra effectivement se mettre un peu plus en ordre de marche. Vous êtes un outil d'influence. Est-ce que vous êtes principalement B2B ou B2C ? Jusqu'à l'année dernière, effectivement, nous étions entre nous, donc c'est ce qu'on appelle du B2B. Hein. B2B, oui. Voilà. Et effectivement, à mon arrivée, alors que moi j'arrivais d'une de ces compositions de l'économie maritime, puisque j'arrivais de la filière construction navale, pour être précise. Naval Group, oui. Naval Group. J'ai découvert plein de choses, en fait, plein de choses, et je me suis dit, mais moi qui suis dans une partie de cette team depuis 20 ans, il y a des choses que je n'avais pas vues. Et je me suis dit qu'il était effectivement temps que le cluster maritime français, donc je l'ai proposé à mon conseil d'administration qui l'a accepté immédiatement, que le cluster maritime français parle au grand public, donc pour effectivement faire en sorte que ensuite l'État comprenne mieux l'intensité des demandes du cluster maritime français. Donc on va, à partir de septembre prochain, peut-être un tout petit peu avant, on va s'installer sur des réseaux sociaux pour aller aussi capter les jeunes, parce que c'est comme ça que ça marche maintenant. Hein, donc, oui, c'est comme ça que ça marche. Voilà, vous nous retrouverez indépendamment dans la presse du grand public. Vous avez des équivalents, des homologues dans les grands pays européens, oui. Européens ou pas. Est-ce qu'il y a un cluster maritime américain ? Est-ce que la simple énonciation de leur puissance suffit à les faire exister ? Alors ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le Canada cherche à nous joindre assez régulièrement en ce moment. Et vous ne répondez pas ? Bien sûr qu'on répond. Ah. Mais alors, quand vous dites « cherche à nous joindre » Alors, ils cherchent à nous joindre pour un sujet qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les corridors verts, c'est-à-dire la route, ces grandes routes sur lesquelles on va pouvoir installer ces énergies décarbonées. Donc, effectivement, on les voit donc, dans quelques jours. En Europe, vous avez des homologues ? Oui, alors le Portugal, le Luxembourg d'ailleurs, oui, l'Espagne évidemment, et puis nous avons aussi des pays dans le Maghreb aussi, nous avons un cluster maritime tunisien, voilà, certains sont francophones et nous les avons dans notre coordination, d'autres sont européens et nous sommes dans une coordination européenne à ce moment-là. Et dans la diplomatie. Merci beaucoup Nathalie Mercier-Perrin. Merci.